On ne peut plus continuer comme avant. Tu comprendras plus tard. La phrase est tombée après les fêtes, sans colère, sans éclat. Elle a été dite comme on referme une porte doucement pour éviter le bruit. Autour de la table, encore encombrée de verres vides et de miettes de galettes, j'ai senti quelque chose se fissurer en moi. Pas une tristesse immédiate, une stupeur calme, celle qui précède des révélations. Je les ai regardés, un par un. Les visages fatigués par les sourires de circonstance, les silences trop longs, les regards qui se cherchent sans se croiser. La maison, qui avait porté tant de Noël, semblait soudain étrangère. Comme si les murs, eux-mêmes, attendaient que la vérité sorte. De quoi parlais-tu? Ah, je demandais. Ma voix était posée, trop posée pour être innocente. Ils n'ont pas répondu tout de suite. Ce temps suspendu, je le connais maintenant. C'est celui où l'on pèse si la personne en face mérite d'être informée. Où l'on décide à sa place ce qu'elle peut encaisser. Ce temps-là m'a toujours exclu. Puis les mots ont commencé à glisser, maladroits, prudents. On parlait de décisions prises dans l'urgence, de solutions temporaires, de choses trop techniques pour être discutées autour d'une table familiale. À mesure que les phrases s'empilaient, je comprenais que le cœur du sujet m'échappait volontairement. Je n'étais pas invitée à comprendre. J'étais sommée d'accepter. Quelqu'un a ajouté presque avec douceur, on a préféré attendre après les fêtes. Comme si le calendrier excusait tout. Comme si la vérité, rangée dans un tiroir jusqu'au 2 janvier, devenait plus acceptable. C'est là que j'ai senti la brûlure, pas celle de la colère, celle de l'humiliation tranquille. Celle qui vous rappelle que votre présence est tolérée tant qu'elle ne dérange pas l'ordre établi. Je me suis levée pour ouvrir la fenêtre. L'air froid m'a frappé le visage. J'avais besoin de respirer, de vérifier que je n'étais pas en train d'imaginer ce malaise, cette impression d'être devenu un détail gênant dans ma propre histoire. Derrière moi, les voix reprenaient. Plus rapides, plus nerveuses, on parlait de réorganisation, de sécurité, de bon sens. Des mots lisses, sans aspérité, conçus pour éviter toute remise en question. J'entendais mon nom, parfois, mais jamais comme sujet, toujours comme une variable. Je me suis rassise, lentement. J'ai posé mes mains sur la table. J'ai senti le bois sous mes doigts. Cette table que j'avais choisie, payée, entretenue. Cette table autour de laquelle j'avais tant de fois veillé à ce que chacun ait sa place. Et soudain, je n'étais plus sûre de la mienne. Qu'est-ce que vous avez décidé sans moi? Et à je demandé. Le silence a répondu avant eux. Dans ce silence, j'ai compris que la famille ne se déchirait pas ce jour-là par excès de vérité, mais par son absence prolongée. Ce qui sortait enfin n'était pas une information isolée, mais des années de choses tues, arrangées, contournées. Des années où l'on avait confondu mon calme avec une permission. Quand la vérité a commencé à se dévoiler, elle n'a pas crié. Elle s'est imposée par fragments. Un document évoqué à demi un mot, une démarche déjà engagée, une décision validée. Chaque fragment était une coupure nette, précise, qui dessinait une image de plus en plus claire. J'avais été tenue à l'écart, volontairement, je ne me suis pas effondrée, je ne les ai pas interrompus. Je me suis contentée d'écouter, avec cette attention nouvelle que l'on accorde aux choses qui engagent l'avenir. Et pendant qu'il parlait, quelque chose en moi se mettait en ordre. Je voyais enfin le mécanisme, la manière dont le silence avait été utilisé comme un outil. Comment mon respect des autres avait servi de couverture. Comment, après les fêtes, on avait choisi le moment le plus propice pour m'annoncer ce qui me concernait le plus. Sans me demander mon avis, la famille se déchirait, oui, mais pas parce que la vérité sortait, parce qu'elle avait été trop longtemps retenue. Ce jour-là, je n'ai pas encore répondu. Je n'avais pas besoin de le faire. J'avais compris l'essentiel. Ce qui venait d'émerger n'était que le début. Et si la vérité avait choisi ce moment pour apparaître, ce n'était pas un hasard, c'était une convocation. Avant que tout ne se fissure, il y a eu une vie pleine, pas parfaite mais construite avec constance, patience, et cette foi naïve que les efforts finissent toujours par être reconnus. Quand je repense à ces années-là, je ne les vois pas comme une erreur. Je les vois comme une époque où j'ai aimé sans compter, parce que je croyais que l'amour était une valeur refuge. J'étais jeune quand j'ai rencontré mon mari. Pas une jeunesse flamboyante, mais une jeunesse solide. Nous avions peu, mais nous savions pourquoi nous avancions ensemble. La maison n'était encore qu'un projet, les enfants une idée lointaine, et pourtant, je me souviens d'une certitude tranquille. Nous allions bâtir quelque chose qui durerait. Je me suis investie corps et âme dans ce foyer, pas par obligation, mais par conviction. J'aimais voir les choses prendre forme sous mes mains, les repas préparés avec soin, les vêtements raccommodés tard le soir, les fêtes organisées malgré la fatigue. Tout cela n'était pas un sacrifice conscient, c'était une manière d'être au monde.
Quand les enfants sont arrivés, j'ai donné sans mesurer. Mon temps, mon énergie, mes renoncements. J'ai mis de côté des envies personnelles, persuadée qu'il y aurait toujours plus tard. Plus tard pour moi, plus tard pour respirer, plus tard pour penser à autre chose qu'au bien-être des autres. Je voulais être une mère présente, rassurante, fiable, celle qui ne faillit pas, celle sur qui on peut toujours compter, et j'ai réussi du moins en apparence. Les enfants ont grandi dans une maison stable. Les difficultés étaient absorbées, amorties, souvent en silence. Je faisais en sorte que les tensions ne débordent jamais. Avec le temps, cette discrétion est devenue une habitude, une seconde nature. Je pensais protéger la famille en taisant mes inquiétudes, mes doutes, mes épuisements. Je n'ai jamais voulu être un poids, jamais voulu compliquer les choses. Cette volonté de ne pas déranger a façonné ma place. Lentement, je regardais les enfants devenir adultes avec fierté. Leur choix, leur chemin, leur couple. Je m'effaçais un peu plus à chaque étape, convaincue que c'était normal. Une mère doit savoir reculer pour laisser avancer. J'ignorais alors que reculer trop loin peut rendre invisible. Mon mari, lui, s'est habitué à cette organisation. Il savait que je tenais quoi qu'il arrive. Il n'avait pas besoin de demander, j'étais là, toujours. Cette constance, je la croyais rassurante. Je n'ai compris que bien plus tard qu'elle pouvait aussi devenir une autorisation tacite. Les premières années, je n'ai rien remis en question. Même lorsque certaines décisions se prenaient sans moi, je me disais que ce n'était pas grave, que j'étais consultée autrement, que l'essentiel restait intact. Je confondais encore l'importance avec la visibilité. Il y avait pourtant des signaux faibles, des discussions écourtées, des sujets trop techniques pour être abordés ensemble. Des phrases comme « on en reparlera » qui n'aboutissaient jamais, je les ai ignorées, volontairement, parce que regarder en face aurait impliqué d'agir. Avec le recul, je vois combien cette vie d'avant était bâtie sur un équilibre fragile, un équilibre où je donnais plus que je ne recevais, persuadée que cela finirait par s'équilibrer naturellement. Je n'imaginais pas qu'un jour, cette générosité serait interprétée comme une faiblesse exploitable. Je ne regrette pas ces années. Elles m'ont construite. Elles m'ont appris l'endurance, l'attention, la responsabilité. Mais elles m'ont aussi appris, trop tardivement, qu'aimer ne protège pas toujours de l'injustice. Et que le silence, quand il devient systématique, finit par être pris pour une absence. La vie d'avant n'était pas une illusion. Elle était réelle, mais elle reposait sur une croyance erronée, celle que donner sa place aux autres garantit qu'ils respecteront la vôtre. Ce n'est qu'après les fêtes, quand la vérité a commencé à sortir, que j'ai compris que cette époque était révolue. Pas parce que l'amour avait disparu, mais parce qu'il avait changé de nature. Et que pour continuer à vivre, il me faudrait apprendre à exister autrement que par le don silencieux. La suite n'allait plus consister à soutenir, elle allait consister à me tenir debout. Les premières humiliations n'ont jamais été brutales. Elles se sont glissées dans le quotidien comme de petites entailles, presque invisibles. Si discrètes qu'on hésite à les nommer, si répétées qu'elles finissent par dessiner une frontière. Au début, il y a eu des détails, des conversations qui continuaient sans moi, même lorsque j'étais dans la pièce. Des décisions évoquées après coup, comme si elles allaient de soi. On me disait, on pensait que tu savais. Alors que personne ne m'avait rien dit, je souriais, je hochais la tête. Je ne voulais pas paraître susceptible. Puis il y a eu les remarques, pas directement méchantes, toujours enveloppées d'un ton léger. À ton âge, ce genre de choses est compliqué. Laisse, on va gérer. Ces phrases, dites sans agressivité, avaient pourtant un effet précis. Elles me déplaçaient doucement hors du champ des décisions. Je me souviens d'un repas où l'on parlait d'un projet important. J'ai donné mon avis, avec prudence. On a ri passer de moi ouvertement, mais de ce que je représentais, une vision jugée dépassée. J'ai senti ce rire me traverser comme une mise à l'écart polie. J'ai cessé de parler. Les fêtes familiales sont devenues des exercices d'équilibre. Je faisais attention à tout, à mes mots, à mes gestes, à mes silences, je préparais, j'organisais, je veillais à ce que chacun se sente bien. Et pendant que je m'occupais de l'intendance, les décisions importantes se prenaient ailleurs. On m'a progressivement retiré des informations. C'est trop compliqué à expliquer. On verra plus tard. Ce plus tard n'arrivait jamais. Je me retrouvais face à des situations déjà actées. Sommée de m'adapter, je me disais que c'était normal, que les rôles changent avec le temps, qu'une mère doit accepter de ne plus être au centre. Je confondais l'évolution naturelle avec une mise à l'écart organisée. Ma belle-fille jouait un rôle particulier dans cette mécanique, toujours courtoise, toujours souriante. Elle ne me manquait jamais de respect frontalement. Elle faisait mieux, elle me rendait inutile. Elle parlait de moi comme si je n'étais pas là. Elle décidait pour moi, jamais avec moi. Je sentais parfois mon mari hésiter.
Il regardait ailleurs quand une phrase dépassait les bornes. Il laissait faire. Son silence, je l'ai longtemps interprété comme de la fatigue. Je comprends aujourd'hui qu'il s'agissait d'un choix. Il y avait aussi ces moments où l'on me demandait de rendre service, comme avant garder les enfants, préparer un repas, gérer un imprévu. Là, ma présence redevenait précieuse. Mais dès que la situation se stabilisait, je redevenais transparente. Cette alternance m'a épuisée plus sûrement qu'un rejet brutal. Elle entretenait l'illusion que j'avais encore une place, tout en me rappelant constamment qu'elle était conditionnelle. Je me souviens d'un après-midi précis. Nous étions réunis pour une décision qui me concernait directement. Je n'ai pas été consultée. On m'a informé. J'ai compris ce jour-là que ma parole n'était plus attendue, seulement tolérée. J'ai ressenti une solitude profonde. Pas l'absence de compagnie, mais l'absence de considération. Être là sans être vu, être utile sans être respecté. Cette solitude-là est difficile à expliquer. Elle s'installe sans bruit et finit par faire douter de sa propre légitimité. Je me suis tue de plus en plus souvent, par lassitude, par prudence, par habitude. Et ce silence, loin de me protéger, a validé ce que l'on pensait déjà, que je pouvais être contournée sans conséquence. Ces petites humiliations n'ont pas détruit la famille d'un coup. Elles ont préparé le terrain. Elles ont rendu possible ce qui allait suivre. Elles ont transformé une femme présente en une figure périphérique. À ce stade, je ne le savais pas encore. Mais chaque sourire forcé, chaque remarque anodine, chaque décision prise, sans moi m'éloignait un peu plus de ce que j'avais été. La vérité, c'est que l'on ne devient pas invisible par hasard. On le devient quand les autres apprennent que notre silence n'est jamais suivi d'un refus. Et ce jour-là, sans le comprendre encore, j'avais déjà été reléguée au bord de ma propre histoire. La vérité ne s'est pas révélée d'un seul coup. Elle s'est matérialisée dans un détail précis, presque anodin en apparence, mais qui portait en lui tout le mépris accumulé. Ce jour-là, je n'ai plus pu détourner le regard. Je cherchais un document précis, un papier ancien que je conservais toujours au même endroit. J'ai ouvert le tiroir puis un autre. Rien. J'ai pensé à un simple rangement maladroit. J'ai recommencé plus lentement. Toujours rien. À la place, j'ai trouvé une chemise que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, des copies récentes, trop récentes, des pages imprimées, ordonnées, prêtes à l'emploi. Mon nom apparaissait plusieurs fois, mon adresse aussi, mais ce n'était pas mon écriture. Et surtout, ce n'était pas ma décision. Je me suis assise. Le cœur calme, presque étrangement calme. J'ai lu chaque ligne avec une attention froide. Il ne s'agissait plus d'une impression, ni d'un malaise diffus. C'était un acte, daté, pensé, préparé. Une décision avait été prise à ma place. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le contenu du document, c'est la logique qui le sous-attendait. Tout était présenté comme allant de soi. Comme si mon accord était acquis par défaut. Comme si ma parole n'était plus nécessaire, dès lors que l'on estimait agir dans mon intérêt. Je me souviens très précisément de la phrase qui m'a traversé l'esprit. Ils ont agi parce qu'ils pensaient que je ne ferais rien. Cette pensée n'était pas douloureuse. Elle était révélatrice. Quand je les ai interrogés, il n'y a pas eu de panique, pas de déni brutal, seulement une suite d'explications bien rodées. C'est provisoire. On a voulu simplifier, tu sais bien que c'est pour éviter des problèmes. Chaque phrase était une couche supplémentaire de justification, aucune ne contenait une question. On ne me demandait pas ce que j'en pensais. On m'expliquait pourquoi je devais accepter. Ma belle-fille parlait avec assurance. Elle maîtrisait les mots, les termes, les intentions affichées. Elle semblait convaincue d'agir rationnellement. Mon mari, lui, restait en retrait. Il ne contestait rien. Il ne soutenait rien non plus. Son silence faisait office d'approbation tacite. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas la confiance. Elle était déjà fragilisée. Ce qui s'est brisé, c'est l'illusion qu'il s'agissait encore d'une maladresse réparable. Cette alternance m'a épuisé plus sûrement qu'un rejet brutal. Elle entretenait l'illusion que j'avais encore une place, tout en me rappelant constamment qu'elle était conditionnelle. Je me souviens d'un après-midi précis. Nous étions réunis pour une décision qui me concernait directement. Je n'ai pas été consultée. On m'a informé. J'ai compris ce jour-là que ma parole n'était plus attendue, seulement tolérée. J'ai ressenti une solitude profonde, pas l'absence de compagnie, mais l'absence de considération. Être là sans être vu, être utile sans être respecté. Cette solitude-là est difficile à expliquer. Elle s'installe sans bruit et finit par faire douter de sa propre légitimité. Je me suis tue de plus en plus souvent, par lassitude, par prudence, par habitude. Et ce silence, loin de me protéger, a validé ce que l'on pensait déjà,
que je pouvais être contournée sans conséquence. Ces petites humiliations n'ont pas détruit la famille d'un coup. Elles ont préparé le terrain. Elles ont rendu possible ce qui allait suivre. Elles ont transformé une femme présente en une figure périphérique. À ce stade, je ne le savais pas encore, mais chaque sourire forcé, chaque remarque anodine, chaque décision prise, sans moi m'éloignait un peu plus de ce que j'avais été. La vérité, c'est que l'on ne devient pas invisible par hasard. On le devient quand les autres apprennent que notre silence n'est jamais suivi d'un refus. Et ce jour-là, sans le comprendre encore, j'avais déjà été reléguée au bord de ma propre histoire. La vérité ne s'est pas révélée d'un seul coup. Elle s'est matérialisée dans un détail précis, presque anodin en apparence, mais qui portait en lui tout le mépris accumulé. Ce jour-là, je n'ai plus pu détourner le regard. Je cherchais un document précis, un papier ancien que je conservais toujours au même endroit. J'ai ouvert le tiroir, puis un autre. Rien, j'ai pensé à un simple rangement maladroit, j'ai recommencé plus lentement. Toujours rien. À la place, j'ai trouvé une chemise que je ne reconnaissais pas. À l'intérieur, des copies récentes, trop récentes, des pages imprimées, ordonnées, prêtes à l'emploi. Mon nom apparaissait plusieurs fois, mon adresse aussi, mais ce n'était pas mon écriture, et surtout ce n'était pas ma décision. Je me suis assise, le cœur calme, presque étrangement calme. J'ai lu chaque ligne avec une attention froide. Il ne s'agissait plus d'une impression, ni d'un malaise diffus. C'était un acte, daté, pensé, préparé. Une décision avait été prise à ma place. Ce qui m'a frappé, ce n'est pas seulement le contenu du document. C'est la logique qui le sous-attendait. Tout était présenté comme allant de soi, comme si mon accord était acquis par défaut, comme si ma parole n'était plus nécessaire dès lors que l'on estimait agir dans mon intérêt. Je me souviens très précisément de la phrase qui m'a traversé l'esprit. Ils ont agi parce que ils pensaient que je ne ferais rien. Cette pensée n'était pas douloureuse. Elle était révélatrice. Quand je les ai interrogés, il n'y a pas eu de panique. Pas de déni brutal, seulement une suite d'explications bien rodées. C'est provisoire. On a voulu simplifier, tu sais bien que c'est pour éviter des problèmes. Chaque phrase était une couche supplémentaire de justification, aucune ne contenait une question. On ne me demandait pas ce que j'en pensais, on m'expliquait pourquoi je devais accepter. Ma belle fille parlait avec assurance. Elle maîtrisait les mots, les termes, les intentions affichées. Elle semblait convaincue d'agir rationnellement. Mon mari, lui, restait en retrait. Il ne contestait rien, il ne soutenait rien non plus. Son silence faisait office d'approbation tacite. C'est là que quelque chose s'est brisé en moi. Pas la confiance. Elle était déjà fragilisée. Ce qui s'est brisé, c'est l'illusion qu'il s'agissait encore d'une maladresse réparable. Comprendre cela n'a pas été un choc, ça a été un soulagement. Car si mon silence avait contribué à la situation, alors mon changement de posture pouvait la modifier. Je n'étais pas impuissante. J'avais simplement utilisé les mauvais outils. Je ne voulais plus discuter sur le terrain affectif. Trop instable, trop facilement retourné contre moi. On m'y rappelait mes émotions, mon âge, mon besoin de tranquillité. Je voulais désormais me placer ailleurs, là où les faits comptent, là où les mots ont un poids précis. J'ai commencé à écrire, pas un journal intime, des notes claires, des dates, des décisions, qui avaient dit quoi quand, et dans quel contexte. Cette écriture m'a rendu plus calme que n'importe quelle consolation. Elle me permettait de sortir du ressenti pour entrer dans l'analyse. Je me suis aussi renseignée, discrètement. Pas pour accuser, mais pour comprendre ce qui était possible, ce qui ne l'était pas. Je posais des questions simples, sans raconter mon histoire. Les réponses, elles, étaient nettes. Et cette netteté m'a fait comprendre à quel point on m'avait parlé en termes flous pour mieux me désarmer. Il y avait en moi deux voix. L'ancienne murmurait « Laisse faire, tu es fatigué ». La nouvelle répondait calmement « Si tu laisses faire maintenant, tu disparaîtras complètement ». Cette seconde voix ne criait pas. Elle ne dramatisait rien. Elle constatait. Je n'étais pas animée par l'envie de punir. Cette idée me semblait vaine. Ce que je cherchais, c'était de remettre les choses à leur place, de faire coïncider ce qui était dit avec ce qui était fait, de récupérer une cohérence intérieure que j'avais trop longtemps sacrifiée. Peu à peu, une décision s'est formée. Pas une résolution spectaculaire, une orientation. Je n'allais plus demander à être entendue. Je n'allais plus tenter de convaincre. Je n'allais plus espérer un sursaut de considération. J'allais agir autrement, avec calme, avec méthode, avec ce que je n'avais encore jamais utilisé contre eux. Le cadre, ce moment d'introspection, n'a pas marqué une rupture visible. Rien n'a changé en apparence, mais en moi quelque chose s'était définitivement déplacé. Je n'étais plus dans l'attente, j'étais dans la préparation.
Ils croyaient encore que mon silence signifiait l'acceptation. Ils allaient bientôt comprendre qu'il s'agissait de une transition. Et qu'après des années absorbées, j'avais enfin décidé de me tenir droite sans bruit, mais sans retour possible. Une fois la décision intérieure prise, j'ai senti un apaisement étrange. Pas une joie, une stabilité, comme si après des années à marcher sur un sol mouvant, je posais enfin le pied sur quelque chose de ferme. Je n'étais plus dans la réaction, j'étais dans l'organisation. Je n'ai rien annoncé. J'ai compris très vite que toute parole prématurée deviendrait un obstacle. On m'aurait interrogé, calmé, dissuadé. On aurait invoqué la famille, la fatigue, mon âge. On aurait tenté de m'envelopper dans une bienveillance tardive. Je n'avais plus l'intention de me laisser détourner. J'ai commencé par rassembler, pas frénétiquement, méthodiquement, tous les documents qui me concernaient, anciens relevés, correspondances, décisions prises provisoirement, versions successives d'un même papier. Je comparais, je notais, je classais. Chaque feuille retrouvée me rendait un peu plus lucide, un peu plus solide. Je découvrais quelque chose d'essentiel. Quand on agit dans l'ombre, on laisse toujours des traces, des dates qui ne concordent pas, des signatures manquantes, des formulations vagues destinées à masquer une prise de décision réelle. Ce langage administratif que l'on m'avait présenté comme trop complexe pour moi devenait soudain lisible. Je me suis renseigné sans me raconter. J'ai posé des questions simples, presque impersonnelles. Dans ce cas précis, que prévoit le cadre légal? Qui doit être consulté? Qu'est-ce qui rend un acte valable ou contestable? On ne me demandait pas pourquoi, on me répondait comment. Et ce déplacement du pourquoi vers le comment a profondément rassuré. J'ai pris rendez-vous sous un prétexte anodin. Une vérification, une mise à jour, rien qui puisse alerter. Face à un professionnel neutre, je n'étais plus une épouse ni une mère, j'étais une personne concernée par des actes précis. Cette neutralité m'a rendue plus forte que je ne l'aurais cru. Je n'ai pas tout montré d'un coup, j'ai observé, j'ai écouté les silences autant que les mots. À certains moments, un froncement de sourcils valait plus qu'un long discours. J'ai compris que ce que j'avais vécu n'était pas une simple tension familiale, mais une situation clairement problématique. En parallèle, j'ai sécurisé ce qui pouvait encore l'être, mes accès personnels, mes documents, mes décisions futures. Chaque geste était légal, réfléchi, discret. Je ne cherchais pas la confrontation. Je construisais une protection. À la maison, rien ne semblait avoir changé. Je continuais à être polie, présente, mesurée. Cette normalité était ma meilleure alliée. Il me croyait résigné. Il pensait que le temps ferait son œuvre, que l'inconfort se dissiperait comme les autres fois. Il n'imaginait pas que mon silence avait changé de nature. Il m'arrivait de ressentir une tristesse sourde. Préparer une action contre ceux que l'on a aimés n'a rien de glorieux. Mais cette tristesse ne me paralysait pas. Elle me rappelait seulement que je restais humaine, et qu'agir n'était pas renoncer à la sensibilité, mais refuser l'effacement. Je me répétais souvent cette phrase, simple et essentielle. Me protéger n'est pas attaquer. Elle m'a empêché de douter. Elle m'a rappelé que je ne cherchais pas à faire tomber qui que ce soit, mais à rétablir un équilibre rompu. Peu à peu, tout s'est mis en place. Les pièces trouvaient leur ordre. Les incohérences devenaient visibles. Ce qui avait été flou dans la sphère familiale devenait limpide dans un cadre structuré. J'avais cessé d'être une présence qu'on contourne. J'étais redevenu un point fixe. Je savais que le moment viendrait où l'on s'étonnerait de mon calme, où l'on me demanderait ce que je faisais exactement, où l'on tenterait, une dernière fois, de m'arrêter au nom de la paix familiale. Ce jour-là, je n'aurais rien à expliquer, je n'élèverais pas la voix, je ne supplierais pas, je ne demanderais pas qu'on me rende ce qui m'avait été pris. Je poserais simplement ce que j'avais préparé, dans le cadre, avec des preuves. Et sans retour possible, il croyait que je ne faisais rien. Il n'avait pas compris que je préparais, en silence. La confrontation n'a pas éclaté dans un cri. Elle s'est imposée comme une évidence. Quand les faits sont posés, quand les démarches sont engagées, il arrive un moment où le silence change de camp. Ce jour-là, on m'a demandé de m'asseoir. Le ton se voulait calme, presque bienveillant. Mon mari avait cette voix prudente qu'il prenait autrefois, quand il redoutait une discussion difficile. Ma belle-fille, elle, était droite, sûre d'elle, convaincue que tout pouvait encore se négocier. Il faut qu'on parle, a-t-elle dit. Je me suis assise sans répondre. J'avais appris que ceux qui commencent par cette phrase ne cherchent pas un échange, mais une maîtrise de la situation. Ils en parlaient les premiers. Longuement, ils évoquaient des malentendus, des interprétations excessives, des inquiétudes inutiles. On m'y reprochait d'avoir consulté sans prévenir, d'avoir créé un climat de méfiance. J'écoutais sans interrompre.
Chaque mot confirmait ce que je savais déjà. Ils n'avaient toujours pas compris que le problème n'était pas émotionnel. Quand ils se sont tus, j'ai ouvert mon dossier. Je l'ai posé devant eux, lentement, comme on pose un objet fragile mais décisif. À cet instant précis, j'ai vu le regard de ma belle-fille changer. Elle a reconnu la forme, l'épaisseur, la rigueur de ce que je déposais sur la table. Ce n'était plus une discussion familiale, c'était autre chose. Qu'est-ce que c'est que ça? A demandé mon mari. Je n'ai pas répondu tout de suite. J'ai laissé le silence s'installer. Puis j'ai dit simplement: ce sont les décisions qui ont été prises sans moi, et les démarches que j'ai engagées pour y répondre. Ils ont feuilleté, lentement, les dates, les signatures, les documents comparés, les incohérences mises en évidence. Chaque page tournait comme un compte à rebours. Ma belle-fille a tenté de reprendre la main. Tu vas trop loin, tu aurais pu nous faire confiance. Je l'ai regardée calmement. La confiance ne remplace pas le consentement, et ai-je répondu. Cette phrase a suspendu l'air. Elle n'était ni agressive ni dramatique. Elle était exacte. Et l'exactitude est difficile à combattre. Mon mari a murmuré qu'on pouvait encore arranger les choses. Ce mot, arranger, je l'avais trop entendu. Il signifiait toujours revenir à l'état précédent, à mon silence, à leur confort. Non, et à jeudi, ce qui a été fait ne peut plus être arrangé, seulement assumé. La colère est montée chez elle. Une colère contenue mais visible. Celle de quelqu'un qui réalise que son plan a été vu, compris et neutralisé. Tu mets tout le monde en difficulté, a hâté à elle lancer. Je n'ai pas baissé les yeux. Ce sont les décisions prises sans moi qui ont créé cette situation, et ai-je répondu. Ils ont compris alors, pas tout de suite, pas pleinement, mais suffisamment pour savoir que je ne reculerais plus. Que je n'étais plus là pour négocier une place qu'ils avaient tenté de m'enlever. J'étais là pour rappeler un cadre qu'ils avaient ignoré. Je me suis levée. J'ai repris mon dossier. Je ne vous demande rien, et ai-je dit. J'avance. Avec ce que j'ai le droit de faire. Derrière moi, les voix se sont élevées, les reproches, les accusations, la peur aussi. Ce chaos Alan ne m'appartenait plus. Il était le résultat direct de leur choix. En quittant la pièce, je n'ai ressenti ni triomphe, ni soulagement immédiat. J'ai ressenti quelque chose de plus profond. Une solidité nouvelle, celle qui n'est qu'en cesse d'être une variable et qu'on redevient un point fixe. Le piège était refermé, non parce que je l'avais voulu ainsi, mais parce que la vérité, une fois posée, ne laisse plus d'échappatoire. Il m'avait demandé de me taire, j'avais répondu avec des preuves. Et ce jour-là, pour la première fois depuis longtemps, je n'avais rien perdu. Après la confrontation, rien n'a explosé d'un coup. Tout s'est défait lentement, comme un tissu trop tendu qui cède fil après fil. Les jours suivants, la maison est devenue un lieu d'évitement. On s'y croisait sans se regarder, on y parlait à voix basse, comme si chaque mot risquait de déclencher une nouvelle fissure. Ma belle-fille a changé de ton. Elle n'était plus dans la maîtrise. Elle passait dans une froideur calculée à des accès de nervosité mal contenus. Je l'entendais parler au téléphone, justifier, expliquer, reformuler l'histoire pour qu'elle paraisse moins nette, moins tranchée. Mais les faits ne se reformulent pas. Ils existent, indépendamment des récits qu'on tente d'en faire. Mon mari lui semblait perdu. Pas coupable au sens où je l'aurais espéré autrefois, mais déstabilisé. Il avait cru pouvoir rester en retrait, laisser faire, éviter de choisir. Il découvrait que l'absence de choix est une décision à part entière, et que cette décision a désormais un coût. Son silence d'hier devenait son embarras d'aujourd'hui. Les alliances implicites se sont fissurées. Ceux qui parlaient d'une seule voix se sont mis à se contredire. Ce n'était pas mon idée. On m'a dit que tu étais d'accord. Je pensais que tout était réglé. Ces phrases circulaient comme des tentatives de sauvetage individuel. Chacun cherchait à se dégager de la responsabilité collective. Et dans ce mouvement, une vérité apparaissait clairement. Ce qui m'avait été imposé n'avait jamais été réellement assumé par personne. Je n'intervenais pas, je n'avais plus besoin de le faire. Les conséquences se déployaient sans moi. Et cette distance nouvelle me protégeait. Je n'étais plus au centre de la tempête. J'en étais la cause révélée, pas l'actrice. Des proches ont commencé à poser des questions. Pas par compassion, mais par inquiétude. L'histoire s'était échappée du cercle familial. Elle circulait, fragmentée, parfois déformée, mais jamais totalement édulcorée. Les décisions prises en silence supportent mal d'être exposées à d'autres regards. Je constatais quelque chose d'étrange. On ne me demandait plus de me taire. On m'évitait. Et cet évitement était une reconnaissance implicite de ma nouvelle position. Je n'étais plus celle qu'on peut rassurer pour mieux l'écarter. J'étais devenue un point sensible. La maison elle-même semblait différente. Les objets n'avaient pas changé de place, mais leur signification, oui.
Ce qui avait été un décor de fête et de rassemblement devenait un espace de tension. Je passais de plus en plus de temps seul, non par exclusion, mais par choix. Je n'avais plus envie d'absorber une atmosphère qui ne m'appartenait plus. Je regardais cette famille se désagréger sans satisfaction ni tristesse excessive. Simplement avec lucidité. Je comprenais désormais que ce qui se défaisait n'était pas une unité solide, mais un équilibre maintenu par mon effacement. En cessant de jouer ce rôle, j'avais retiré la pièce centrale. Ma belle-fille tentait encore de sauver les apparences. Un sourire forcé devant les invités. Une remarque anodine sur les histoires compliquées. Mais son assurance avait disparu. Elle savait que ce qu'elle avait déclenché la dépassait désormais. Ce qu'elle avait voulu comme une prise de place était transformé en exposition de ses méthodes. Je n'ai pas cherché à réparer ce qui se cassait. Réparer aurait signifié reprendre ma place d'amortisseur. Je n'en avais plus ni la force ni l'envie. Chacun devait désormais porter la part qui lui revenait. L'éclatement familial n'a pas été un effondrement brutal. C'était une mise à nu progressive. Les non-dits devenaient audibles, les incohérences visibles. Et moi, au milieu de ce paysage recomposé, je me sentais paradoxalement plus stable que jamais. Je n'avais rien détruit. J'avais cessé de soutenir un édifice construit sur mon silence. Et ce retrait, à lui seul, avait suffi à révéler tout ce qui ne tenait que parce que je me taisais. Le départ n'a pas été une fuite, il a été une décision posée, presque tranquille. Je n'ai pas quitté la maison avec fracas, ni avec cette théâtralité que certains attendaient peut-être. J'ai quitté un rôle, et quitter un rôle, cela se fait dans le silence. J'ai pris le temps de trier, de donner, de laisser derrière moi ce qui appartenait à une autre époque. Chaque objet manipulé était une question simple. Et à ce que cela me ressemble encore. Beaucoup de choses ne passaient plus cette épreuve, je ne les ai pas rejetées avec colère. Je les ai remerciées pour ce qu'elles avaient été, puis je les ai laissées. Le nouveau lieu n'avait rien d'imposant, une petite maison claire, ouverte sur l'extérieur, assez éloignée pour que les voix anciennes ne me parviennent plus, assez proche pour que je ne me sente pas coupée du monde. La première nuit, j'ai dormi de sommeil profond, sans rêve agité. Un sommeil qui n'était ni une récompense ni un refuge, mais une évidence. Les jours ont pris un autre rythme. Je me levais sans anticipation, anxieuse. Je préparais mon café sans me demander si quelqu'un allait me reprocher mon silence ou mon opinion. Cette simplicité retrouvée avait quelque chose de presque solennel, comme si la vie me disait « Tu peux respirer maintenant ». Je me suis liée à des inconnus sans histoire commune. Le voisin qui me saluait sans curiosité, la boulangère qui connaissait déjà mes habitudes, des échanges courts mais vrais. Personne ne me demandait de raconter, personne ne me renvoyait à ce que j'avais été. Cette neutralité bienveillante me permettait d'exister sans justification. Je marchais beaucoup, pas pour réfléchir, mais pour sentir mon corps reprendre sa place. Chaque pas était une confirmation silencieuse. Je n'étais plus retenue. Je pouvais aller où je voulais, m'arrêter quand je le décidais, revenir sans appréhension. Cette liberté-là, je ne l'avais pas perdue par manque de droit, mais par excès d'adaptation. Il m'arrivait de penser à eux, à la famille, à ce qu'elle était devenue. Pas avec amertume, avec une clarté nouvelle. Je comprenais désormais que certaines relations ne s'effondrent pas. Elles cessent simplement de tenir quand on enlève le poids qu'elles faisaient porter à un seul. La question du pardon revenait parfois, comme une rumeur. Devais-je pardonner pour être en paix? Ou étais-je déjà en paix parce que je n'attendais plus rien? J'ai choisi de ne pas trancher. Le pardon n'est pas une obligation morale. C'est un mouvement intérieur qui vient ou ne vient pas. Je n'allais pas me l'imposer comme une dernière concession. Je me concentrais sur l'essentiel, lire, écrire quelques lignes le soir, préparer des repas simples, accueillir le silence sans le remplir. Cette routine, que d'autres auraient jugée vide, me semblait pleine comme jamais. Elle ne me volait rien, elle ne me demandait rien. Je sentais aussi quelque chose de nouveau en moi. Une vigilance calme, pas une méfiance, une attention. Je savais désormais reconnaître les phrases qui enferment, les gestes qui déplacent sans consulter, les silences qui exigent une soumission. Cette lucidité n'était pas lourde, elle était protectrice. Je n'étais plus définie par ce que j'avais subi, ni même par ce que j'avais réparé. Je me définissais par ce que je choisissais, chaque jour, sans bruit. Cette nouvelle vie n'était pas une revanche. Elle était une continuité débarrassée de l'essentiel superflu. Je n'avais pas besoin de prouver que j'allais bien. Je n'avais plus besoin de raconter que j'avais souffert. Ma présence tranquille suffisait. Elle disait tout ce que je n'avais plus à expliquer. Ce nouveau départ n'effaçait pas le passé. Il lui donnait simplement une place juste. Derrière moi, et non plus au-dessus de moi.
Il m'a fallu du temps pour accepter que la fin d'une histoire ne ressemble jamais à ce que l'on attend. J'avais imaginé, autrefois, des excuses tardives, une reconnaissance maladroite, peut-être même une tentative de réparation. Rien de tout cela n'est venu. À la place, il y a eu quelque chose de plus discret, mais de plus juste. Une mise à distance, nette et assumée. Je regarde aujourd'hui le chemin parcouru sans colère, pas par oubli mais par clarté. Ce qui m'est arrivé n'est ni exceptionnel ni anodin. C'est le résultat d'un glissement lent, rendu possible par mon silence et par la certitude des autres, que je finirai toujours par m'adapter. Comprendre cela ne m'a pas rendu amer. Cela m'a rendu responsable de moi-même. Longtemps, on m'a demandé de me taire au nom de la paix familiale. On m'a expliqué que parler créerait des tensions, que poser des limites serait perçu comme une attaque. J'ai cru ces discours parce que je voulais préserver un lien. Je n'avais pas compris que préserver un lien au prix de son effacement revient à se perdre soi-même. Quand j'ai cessé de me taire, je ne l'ai pas fait avec des cris ni des reproches. Je l'ai fait avec des faits, des dates, des décisions assumées. Je suis parlé là où cela comptait réellement. Et ce langage Allah n'admet ni interprétation ni marchandage. Il ne cherche pas à convaincre, il établit. Je n'ai pas gagné contre quelqu'un. Je n'ai pas humilié, je n'ai pas cherché à faire payer. J'ai simplement retiré ce que l'on avait pris pour acquis, ma disponibilité inconditionnelle, ma patience sans limite, mon silence comme monnaie d'échange. En retirant cela, j'ai révélé ce qui ne tenait que par mon effacement. Il y a eu des conséquences, des incompréhensions, des ruptures aussi. Je ne minimise pas. Toute décision juste a un coût. Mais ce coût-là n'était plus payé par ma dignité. Et c'est cela au fond qui a tout changé. Je n'ai pas cessé d'aimer, j'ai cessé de me sacrifier. La différence est immense. Aimer n'exige pas de disparaître. Aimer n'autorise pas l'autre à décider à votre place. Et lorsque l'amour devient un prétexte pour vous faire taire, il perd sa légitimité. À celles et ceux qui se reconnaissent dans ce parcours, je voudrais dire ceci. Il n'est jamais trop tard pour reprendre sa place. Pas une place contre quelqu'un, une place pour soi, celle qui permet de respirer sans justification, de penser sans peur, d'agir sans s'excuser d'exister. Ne laissez jamais votre âge, votre fatigue ou votre gentillesse être utilisés comme des arguments contre vous. La maturité n'est pas une faiblesse, elle est une capacité à choisir sans bruit, à agir sans spectacle, à tenir sans violence. Aujourd'hui, je n'attends plus qu'on me comprenne. Je n'attends plus qu'on me valide. Je vis dans un espace que j'ai choisi, avec des règles que je respecte parce qu'elles me respectent. Et lorsque je me tais, ce n'est plus par obligation, c'est par discernement. Je n'ai pas besoin de raconter mon histoire pour qu'elle existe. Elle est inscrite dans mes décisions, dans ma manière d'être, dans ce calme que rien ne vient plus troubler. Ce calme-là n'est pas une résignation, c'est une conquête. Si ce récit devait laisser une trace, j'aimerais qu'elle soit simple et utile. Le silence imposé détruit, mais le silence choisi protège. L'un efface, l'autre restaure. Et c'est avec cette certitude tranquille que je termine, non pour fermer une porte, mais pour en ouvrir une autre. Celle où je marche désormais sans crainte, droite et libre. Le silence peut aussi être une forme de justice.